Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Entre deux News, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage de l'actualité sur Reflet TV. Nous sommes très honorés et très heureux de vous annoncer que votre serviteur est lauréat du prix sectoriel Cultura 2024 du meilleur journaliste culturel télé de Côte d'Ivoire. Ce prix, je le dédie à toute l'équipe rédactionnelle et technique de Reflet TV ainsi qu'à vous, chers fidèles téléspectateurs, pour votre soutien indéfectible au quotidien. Ensemble, nous continuerons de traiter l'actualité pour éclairer votre lanterne. Alors ce soir, dans votre émission, de sujets majeurs. Dans la première partie, nous parlerons 5e congrès du Front populaire ivoirien FPI. Quelles sont les grandes résolutions de ce congrès? Réponse dans quelques instants. Et puis dans la seconde partie, l'appel de la société civile pour des élections inclusives et apaisées en Côte d'Ivoire en 2025. Le 31 octobre 2024, plusieurs organisations de la société civile ivoirienne ont lancé un appel à Yamoussoukro pour une élection inclusive, transparente et apaisée en Côte d'Ivoire. Pour mieux comprendre les contours et le contenu de cet appel, nous sommes rejoints par Pulchérik Balé, présidente de l'Alternative citoyenne ivoirienne. Bonsoir à vous. Bonsoir, Cédric. Et Abdoul Bagoué Koné, consultant en communication, analyste politique et diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Koulibaly. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, Monsieur Cédric. Alors, Pulchérik Balé, pourquoi un tel appel est-il nécessaire un an avant la présidentielle ivoirienne de 2025? Cet appel est plus que nécessaire pour trois raisons fondamentales. La première, c'est que la Côte d'Ivoire a connu des crises successives depuis 1990, dont plusieurs crises électorales. Ensuite, il y a des dysfonctionnements qui sont décriés par rapport à la CEI. Et puis, en troisième point, c'est l'absence de dialogue politique depuis plus de 2 ans qui mettent à mal le processus électoral. Et donc, compte tenu du fait que, fort heureusement, cette année, le président de la République a été désigné en remplacement du président Bédié pour être protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny de la paix, nous avons estimé, en tant que société civile, qu'il fallait tirer la sonnette d'alarme avant, à 1 an de cette élection présidentielle à gros enjeux, pour attirer l'attention des politiques, plus particulièrement du président de la République, sur ses responsabilités pour qu'il y ait la paix en 2025. Donc on a créé le CREITACI, qui est le comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées, qui est composé d'une 15aine d'organisations de la société civile et qui s'est donné pour mission de faire en sorte de communiquer sur tout ce qui est essentiel pour qu'il y ait des élections inclusives, transparentes et apaisées en 2025. Et vous pointez aussi du doigt les failles dans le processus électoral. Est-ce que ces accusations sont-elles fondées? Oui, absolument. Absolument. On n'est pas dans des problèmes de personnes. On n'a rien contre le président de la CEI ou ceux qui sont au sein de la CEI, mais c'est tout simplement des constats. Des constats sur le fonctionnement de la CEI même, qui est censée être indépendante, mais qui dépend des décisions du gouvernement, un gouvernement qui est monocolore. Dans la pratique, dans l'opérationnel même, il y a beaucoup de problèmes. Même récemment, avec la RLE, il y a beaucoup de problèmes. Mais le plus gros problème même de la CEI, qui aurait évité tout le reste, c'est qu'elle ne travaille pas de façon consensuelle. La CEI prend des décisions avec le gouvernement qu'elle impose aux autres acteurs, alors qu'elle a été créée dans un cadre pour créer la confiance entre tous les acteurs. Donc normalement, et c'est pour ça qu'en son sein, il y a plusieurs composantes. Donc normalement, la CEI, avant même de mettre son calendrier en exécution, aurait dû consulter tous les acteurs, trouver des solutions consensuelles avant d'exécuter tout ce qu'elle fait. Abdoul Bagoué Koné, il y a plusieurs points qui ont été relevés, notamment un dysfonctionnement au sein de la CEI sur plusieurs aspects, et puis un fonctionnement pas aussi consensuel avec les parties prenantes. Comment vous analysez tous ces faits soulevés par la société civile qui souhaiterait de l'amélioration pour des élections plus inclusives et apaisées? D'abord, je voudrais vous adresser mes vives félicitations. C'est nous qui vous remercions. Avoir remporté le prix du meilleur journaliste culturel. Et pour en revenir à la question, je voudrais signifier qu'il s'agit
d'une habitude qu'on voit toujours en Côte d'Ivoire. À l'approche des élections, il y a toujours des inquiétudes fondées sur certaines situations qui sont d'une façon ou d'une autre légitimes, d'un point de vue politique, mais aussi social. Et si on veut rentrer dans certaines profondeurs, on peut voir qu'il s'agit aussi de stratégies politiques de partis d'opposition qui instrumentalisent d'autres organisations. Voilà. Donc, en ce qui concerne la recomposition de la CEI, je pense que c'est un débat qui n'est pas du tout important, aussi important qu'on veuille le faire croire. Pourquoi? Parce que la CEI en elle-même, en tant qu'organe électoral, est le fruit d'un consensus qui a été tenu ou dont les fonds baptismaux ont été lancés depuis déjà 2019. La CEI a été réformée depuis 2019 et aujourd'hui, nous sommes en 2024, à l'approche des élections. On souhaite encore que la CEI soit réformée. Alors, cela m'amène à dire que la CEI est devenue comme une sorte de victime expiatoire de tout ce qui a pu être crise électorale en Côte d'Ivoire. Mais quand on veut aller dans le fond du sujet, la CEI telle qu'elle est bien comme elle est, parce qu'elle est le fruit d'un consensus qui a impliqué toutes les forces vives de la nation, y compris les partis politiques concernés et le gouvernement, comme on le voit maintenant. Bien, au nombre des points, avant de revenir à Pucheric Balé, il y a aussi l'extension de la révision, la période de révision de la liste électorale. C'est une demande clé des organisations de la société civile. Comment vous réagissez à ce sujet? Bon, je pense que c'est des demandes qui sont légitimes. Mais d'un point de vue politique, et aussi si on s'en tient à la responsabilité de l'organe de la CEI, c'est à la CEI de nous dire si elle est en mesure de reconduire ce processus et si elle en est capable par rapport aux moyens qui ont été dégagés, les moyens qui lui ont été prêtés. Voilà un peu ce que je voulais dire. Bien. Alors, Pucheric Balé, extension de la révision de la liste électorale, c'est une demande que vous avez formulée. Est-ce que techniquement, cela est possible et faisable? Oui, avant de répondre à ça, j'aimerais revenir sur deux petits points qu'ont abordé M. Koné tout à l'heure concernant l'instrumentalisation de certaines organisations par les politiques. Souvent, c'est ce que beaucoup disent, mais ce n'est pas respectueux de la société civile parce qu'au sein de la société civile, il y a plusieurs catégories d'organisations. Il y a effectivement des organisations qui ont été créées par des partis politiques et on les connaît. Mais il y a d'autres organisations qui sont réellement indépendantes et qui se mettent ensemble par souci de trouver vraiment la paix pour les citoyens, parce que quand il n'y a pas d'élection apaisée, c'est le peuple qui paye le lourd tribut. Tous ceux qui prennent des décisions pour qu'il n'y ait pas de paix se mettent à l'abri quand le peuple a fini de se détruire, et puis bon, ils poursuivent la politique avec les survivants. Donc, c'est pas bien, c'est pas correct de penser que toutes les organisations sont instrumentalisées parce qu'elles sont dirigées par des personnes qui ont étudié, qui ont un esprit critique assez mûr pour prendre des décisions en faveur de leur pays. Maintenant, extension de la révision de la liste électorale. Je voudrais aussi dire qu'en 2019, la CEI n'a pas été réformée. C'est une organisation de la société civile dénommée l'APDH qui a obtenu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples un arrêt le 18 novembre 2016 pour demander la réforme de la CEI. Mais la CEI n'a pas été réformée en 2019, elle a été recomposée. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a actuellement des problèmes. Ceux-mêmes qui ont participé à cette recomposition aujourd'hui demandent sa réforme parce que la réforme n'a pas été effective à l'époque. Il y a aussi... Allez-y. Oui, pour revenir à votre question sur la période de la révision de la liste électorale. Qui a malheureusement pris fin. Oui, qui a pris fin hier. Voilà. Oui, en fait, on n'a pas demandé cela pour le plaisir de le faire. Hein. C'était compte tenu de plusieurs facteurs. Le premier, c'était la difficulté d'obtenir les pièces qui permettraient de se faire enrôler. Heureusement qu'en dehors de la CNI, la CEI a décidé qu'on pouvait prendre le récépissé, on pouvait aussi prendre le certificat de nationalité qui a été rendu gratuit, mais il aurait fallu aussi que l'extrait de naissance pour la circonstance aussi soit gratuit. Voilà, parce que dans les milieux ruraux, se déplacer
pour aller faire un extrait et ensuite un certificat, pour eux, c'est vraiment la croix et la bannière. Et actuellement où nous parlons, il y a encore des dossiers qui sont dans le circuit alors que la période est close. C'est pour cela que nous avons dit qu'il aurait été bien que le calendrier électoral soit établi à l'avance, de sorte que les gens se préparent avant que la période de révision elle-même ne commence. Donc c'est important d'étendre d'abord par rapport aux pièces, mais il y a aussi le fait que il y a des personnes qui ont été exclues. Il y a des zones où il n'y a pas de centre d'enrôlement du tout. On a reçu des plaintes de toute l'Asie du Sud-Est où il y a 11 représentations diplomatiques sans centre d'enrôlement. Il y a aussi le fait que dans la pratique, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Il y a des tablettes qui ne fonctionnent pas, il y a des zones où les imprimés n'étaient pas suffisants, comme si la CEI était à sa première expérience. Donc franchement, il y a ça. Mais il y a surtout le fait que le président de la CEI lui-même ait dit qu'il se permet d'organiser des révisions à cheval sur 2 années. Et ça, il le fait. Et c'est ce qu'il est en train de faire encore. Donc quand on demande ça, c'est pour que vraiment la période soit suffisante pour que tous ceux qui sont en âge de voter puissent lever tous les obstacles qu'ils ont pour pouvoir aller se faire enrôler. Bien, en plus des points abordés, il y a aussi un dialogue politique inclusif qui est souhaité par ces organisations de la société civile. Oui, je suis parfaitement d'accord avec le principe de l'inclusion des organisations de la société civile dans le dialogue inclusif. Et je pense que le dialogue, il est permanent parce que le dialogue politique tel que voulu par le CREITA existe aussi depuis 2019. On se souvient bien, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été celui-là même qui a lancé les travaux concernant le dialogue politique sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Alors, de 2019 à 2024, quand on fait un bilan, on se rend compte qu'effectivement, en 2022, le Premier ministre Patrick Hachi a présenté un rapport final de la phase 5 du dialogue politique lancé en Côte d'Ivoire. Et ce rapport-là, il contenait 15 points. Et dans ces 15 points, je pense que la plupart des préoccupations soulevées par les organisations de la société civile ont été abordées et continuent d'être traitées pour le bonheur des Ivoiriens. Voilà, donc je pense que l'inclusion des ONG, des organisations de la société civile dans le dialogue inclusif est une réalité et qui porte toujours ses fruits. Mais sur le dialogue politique, même pour vous, est une nécessité entre les partis politiques surtout? Je l'ai dit tantôt, le dialogue politique est toujours en cours, il est permanent. Il est permanent parce que le président de la République est un homme de paix, un homme de dialogue qui a su mettre en avant son caractère affable afin de traiter toute situation qui peut menacer la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Merci. Alors, puis, vous parlez de dialogue politique inclusif. Est-ce que c'est présenté comme incontournable aujourd'hui en Côte d'Ivoire, selon vous, organisation de la société civile? Oui, c'est même essentiel. Et puis, est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu? Oui, si on nous y invite. Seulement nous autres, on ne nous invite jamais. Bon, on espère que la prochaine fois, on va nous inviter. Mais ce que je voulais dire, c'est que le dialogue n'est pas permanent. Le dernier dialogue politique a pris fin en mars 2022. Et depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, non seulement il n'y a plus de dialogue, mais on n'a pas vu aussi le bilan de ce 5e dialogue politique dans lequel l'une des résolutions était de mettre sur pied un comité de suivi qui n'a pas fonctionné, dont on n'a pas vu les résultats. Toujours est-il que 2025 étant très très important, plus tôt on organisera ce dialogue, mieux ce sera. Et c'est pour cela que et l'opposition et la société civile réclament ce dialogue-là pour ne pas qu'il se fasse dans un contexte de pression électorale. Il serait souhaitable qu'il se tienne en 2024 pour déjà discuter de tout ce qui pourrait être des sources de conflits en 2025, désamorcer tous ces conflits-là pour aller tranquillement à ces élections. Et puis, comment garantir une élection présidentielle ouverte à tous les candidats ivoiriens? Oui, ça, c'est vraiment des décisions politiques. C'est un gros défi. Oui, parce que si on veut réellement la paix dans un contexte où la réconciliation n'est pas totale, il faut pouvoir apaiser tout le monde en acceptant que
tous ceux qui sont des leaders politiques importants participent à ces élections-là et qu'on laisse le peuple choisir qui il souhaiterait. Donc vraiment, on aurait souhaité qu'au niveau des candidatures, il n'y ait pas de discrimination pour ne pas qu'il y ait une partie de la population qui se soulève par rapport à un candidat qui aurait été exclu. Nous pensons que c'est des décisions politiques courageuses à prendre. Bien. Abdoul Bagoué Kone, les organisations de la société civile en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elles peuvent aujourd'hui s'unir durablement pour être une force de proposition dans le pays? Je n'en doute absolument pas. Et j'ai toujours d'ailleurs pensé que toutes ces organisations constituent un point assez important dans le développement des mentalités, que ce soit dans le sens éducatif et que ce soit aussi dans le sens informatif. Alors je pense effectivement qu'ils apportent un plus et que dans la marche de la démocratie en Côte d'Ivoire, leur apport n'est pas à négliger. Voilà. Bien. Alors le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques sont-ils des conditions sine qua non pour une paix durable en Côte d'Ivoire? Oui, absolument. Et c'est pour ça que souvent, quand on dit... Mais il y a eu beaucoup d'efforts à ce niveau. Oui, il y a eu beaucoup d'efforts, il faut le reconnaître, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que quand on dit souvent que les Ivoiriens sont réconciliés, c'est quand même un peu trop parce que nous le savons très bien. Notre constitution dit que nul ne doit être contraint à l'exil. Et jusqu'à présent, on a encore des personnes en exil. On a même des leaders politiques comme Guillaume Soro en exil. Ça, c'est un cas particulier. Particulier ou pas, c'est un Ivoirien qui lui-même a refusé, qui lui-même ne veut pas venir en Côte d'Ivoire. Les portes lui sont ouvertes. Non, 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 c'est ce qu'on dit, mais vous savez, dans les faits, il y a des personnes qui sont rentrées d'exil et qui ont été automatiquement mises en prison. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est là la question. Bon, c'est ceux qui le maintiennent en exil qui peuvent vous répondre, mais ce que nous savons, c'est que dans la crise ivoirienne, chaque acteur politique majeur a eu sa part de responsabilité. À partir du moment où chaque acteur politique majeur a eu sa part de responsabilité, si on veut la réconciliation, il faut permettre à tous ces acteurs-là d'être présents, de s'asseoir, de se parler, de trouver des compromis pour qu'on puisse aller à la paix de façon totale. Tous ces acteurs de 2010-2011 sont de retour. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Guillaume Soro n'est pas là. Mais Guillaume Soro, c'est une affaire qui n'a rien à voir avec la crise de 2010-2011. Si, tout est lié. C'est une autre affaire de justice. C'est une autre affaire, certes, qui n'a rien à voir avec la crise de 2010, mais le fait est que, en tant qu'Ivoirien, il ne devait pas être contraint à l'exil. Le fait est qu'il a quand même un mouvement politique qui est bien implanté et dont les membres souhaiteraient qu'il soit là et qui devrait participer aussi à la paix. Dissous ou pas, ils existent. Ils existent, ils sont organisés, ils continuent de fonctionner et ça, c'est une manière de défier la loi. Non, défier la loi par rapport à quoi? On en a parlé déjà sur ce plateau. Non, non, on en a déjà parlé sur ce plateau. Normalement, GPS n'est pas déclaré en tant que parti politique. GPS est déclaré sous la loi de 1960, qu'aujourd'hui... La loi sur les associations. Voilà. À partir du moment où GPS est déclaré sur la loi des associations, on ne devrait pas... dissoudre GPS de cette manière. Il y a eu des structures qui ont vu la dissolution tout récemment également. Oui, mais tout ça, vous savez que nous, on fait partie de ceux qui sont contre cette ordonnance qui nous fait régresser démocratiquement parlant. C'est-à-dire que permettre à un conseil des ministres de dissoudre une association, c'est ce que dit l'ordonnance sur les associations. Oui, mais l'ordonnance a été très mal élaborée. Mais adoptée. Oui, adoptée malheureusement, mais nous on continue de la contester et on espère qu'elle sera rétractée. Bien, Abdoul Bagoué, le retour des exilés, la libération des prisonniers politiques, comment vous réagissez, notamment le cas Guillaume Soro, c'est une proposition des organisations de la société civile qui souhaiteraient qu'on crée des conditions pour des élections apaisées et inclusives en Côte d'Ivoire. Alors, en ce qui concerne le retour des exilés, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, le dialogue politique est permanent parce que, pas plus tard qu'il y a plusieurs mois en arrière, des détenus
qui avaient des liens avec la crise post-électorale. Je veux parler du cas du général, l'ex-général de Boblé Bruno, avec une cinquantaine de personnes ont été libérées. Voilà, donc ça, c'est la manifestation du respect du dialogue politique dans sa phase 5 qui a été présenté dans son rapport final par le Premier ministre Patrick Achi en 2022. Donc quand je vous dis que le dialogue politique est permanent, c'est parce que justement les accords, les résolutions ou si on veut les recommandations qui ont été marquées dans ce rapport, dans sa phase 5, continuent de s'appliquer pour le bonheur de tous ceux, n'est-ce pas, qui sont concernés de près ou de loin par cette situation. Voilà un peu pour ce qui concerne la libération des exilés politiques. Je pense que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a fait d'énormes pas significatifs en ce qui concerne la réconciliation et ce genre de sujet. Donc c'est à saluer. Bien. Puis Chérif Balé, comment éduquer la population aux enjeux de la paix et de la tolérance? C'est vrai, vous lancez un appel aux autorités ivoiriennes, mais il y a aussi la population. Oui, il y a tout le monde. On a lancé l'appel aux autorités en premier parce que c'est eux qui prennent des décisions. Mais sinon, l'appel a été aussi lancé à l'opposition, à la population, particulièrement à la jeunesse. Et on insiste sur la jeunesse parce que c'est la majeure partie de notre population, plus de 75%. Et en général, quand on parle de violence électorale, ce sont les jeunes qui sont mis en scène. Donc nous, on insiste pour que chaque jeune prenne conscience du fait que la paix dépend de lui. Si chaque jeune décide qu'il ne veut pas participer à la violence, il y aura forcément la paix. Donc vraiment, c'est l'appel qu'on lance à la population, c'est surtout aux jeunes. Bon, là-dessus, je voudrais intervenir rapidement. C'est vrai que si chaque jeune prend conscience que la paix en Côte d'Ivoire passe par lui, il y a aussi le côté assez toxique des partis politiques, notamment l'opposition politique, qui a habitué les Ivoiriens à ce genre de rhétorique guerrière, des discours guerriers, du genre à braquer l'opinion contre les dirigeants et à préparer les mentalités, n'est-ce pas, à des situations apocalyptiques. On a déjà vu ça. Et c'est avec regret que je me rappelle encore des événements de 2020, parce que vous avez pu le constater, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu même des jeunes qui ont été instrumentalisés, qui ont placé des troncs d'arbres sur les routes et qui ont causé des accidents. On a vu les images, c'était atroce. Alors tout ça, c'est parce que des opposants de partis politiques ont décidé qu'il faille instrumentaliser des jeunes. Alors si la jeunesse prend conscience qu'elle a un rôle important à jouer dans la paix en Côte d'Ivoire, il faut aussi que l'opposition, les partis politiques prennent conscience qu'ils ne doivent pas forcément en recourir à la violence ou bien à la manipulation de ces jeunes-là, parce qu'ils sont appelés à les diriger demain. Donc, ils doivent toujours les inspirer à faire les bonnes choses, les bonnes pratiques. Bien, dernière question pour terminer, plus Chérif Balé. Si les partis politiques prônent le rassemblement et que la société civile ivoirienne appelle à la paix, quelle voie la Côte d'Ivoire doit-elle emprunter pour garantir une présidentielle apaisée et inclusive en 2025? Bon, la voie la mieux indiquée, c'est celle de l'organisation de ce dialogue national inclusif qui est demandé par toutes les parties, et les partis politiques et la société civile, parce que c'est dans le cadre de ce dialogue-là que toutes les questions pourront être discutées, pourront être abordées, que tous les compromis nécessaires à des élections apaisées pourront être trouvés. Donc la voie la meilleure, c'est celle de l'organisation du dialogue national inclusif, et la décision appartient au président de la République. Donc en sa qualité de garant de l'unité nationale, en sa qualité de protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny, c'est d'ailleurs pour cela que nous avons lancé l'appel à Yamoussoukro symboliquement. Vraiment, sa responsabilité première est vraiment engagée pour l'organisation de ce dialogue, et nous espérons que ça pourra se faire en 2024. Merci plus Chérif Balé. Merci à vous Abdoul Koné Bagoué. Nous allons maintenant faire place à une rubrique, le carton rouge. C'est maintenant. Nous sommes dans le carton rouge, le premier carton de cette semaine avec Chérif Balé. Pour coller à l'actualité, je voudrais attribuer mon carton rouge à la CEI pour l'organisation de la révision de la liste électorale, qui a connu vraiment beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés.
nous ont été signalés. On aura le temps de faire notre rapport sur la question. Mais il y a des personnes qui se sont déplacées pour aller se faire enrôler sans pouvoir le faire, simplement parce qu'il y avait insuffisance d'imprimés. Il y en a qui n'ont pas pu se faire établir les certificats de résidence parce qu'on demandait forcément une facture. Et si la facture ne porte pas leur nom, c'est un problème. Alors qu'il y a beaucoup de locataires, beaucoup de gens qui habitent des maisons en ayant sur leur facture le nom du précédent locataire ou le nom du propriétaire qui n'est pas forcément disponible. Et donc, il y a vraiment eu beaucoup de difficultés. Cette RLE-là, à notre avis, a été un échec. On attend les résultats de la CEI pour voir combien de personnes se sont faites enrôler, mais vraiment les conditions n'étaient pas du tout faciles. Il y a même des centres d'enrôlement qui n'avaient pas de sécurité, mais vraiment rien du tout, quoi. Bien. Réaction sur ce carton rouge? Alors, je pense que soulève des points importants dans la phase pratique des opérations de recensement lancées par la CEI. Et je pense que le président de la CEI, M. Ibrahim Koulibaly, qui est homme à travailler de façon correcte, à travailler dans la perfection, saura prendre en compte toutes ces critiques afin d'améliorer les rendements futurs. Voilà ce que j'ai à dire pour ce qu'elle a dit. Sinon, dans l'ensemble, la CEI fait un travail remarquable, salué par l'ensemble de tous les Ivoiriens. Et c'est ça le plus important. À vous maintenant de faire votre carton rouge face à cette caméra. Alors, mon carton rouge, il est adressé aux influenceurs des temps nouveaux. Bon, il se trouve que dans leur façon d'aborder les sujets, dans leur façon de soulever les questions qui touchent la vie des populations de façon générale, ils font trop dans l'excès. Un peu de modération dans vos propos et puis un peu d'organisation dans vos idées vont permettre, n'est-ce pas, d'orienter les plus jeunes qui vous écoutent et qui sauront, n'est-ce pas, prendre les bonnes décisions parce que vous les influencez. Donc, je veux que vous preniez conscience que vous jouez un rôle important dans la société et que vous devez le faire de façon vraiment très, très, très délicate parce que vous influencez les jeunes et c'est important de vous le dire. Bien. Voilà. Réaction? Oui, c'est un sujet qui est vraiment très important. Je disais tout à l'heure que notre population est composée de plus de 75% de jeunes et c'est eux qui suivent ces influenceurs-là. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui défendent des valeurs qui éduqueraient les jeunes et qui les orienteraient vers les meilleures décisions pour leur vie. Donc vraiment, je pense que ces conseils sont à propos. Place maintenant à la dernière rubrique de votre émission, le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 6. Accident. 6 accidents. Bien, on voit ça maintenant. La mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière SNSR 2021-2025 qui vise à réduire de 25% les accidents de la route a permis de 2021 à 2023 une baisse de 6% du nombre d'accidents passant de 14 234 à 13 310 sur 14% du nombre de blessés et 30% du nombre de tués. Réaction sur cette baisse, plus cher Balé, du nombre d'accidents? Oui, c'est toujours heureux de savoir que le nombre d'accidents baisse, mais je pense que cette baisse-là aurait pu être meilleure si nos routes étaient mieux entretenues. Parce que nous autres, on ne comprend pas comment on peut avoir tous ces péages sur nos routes qui rapportent beaucoup d'argent et les routes ne sont pas entretenues, particulièrement l'autoroute du Nord. Voilà, quand vous la prenez dans les deux sens, il y a des parties qui sont tellement dégradées que, bon, pour une route qui était censée durer 15 ans, au bout de 10 ans déjà, elle est complètement dégradée et nous pensons qu'il faut que le fonds d'entretien routier fasse son travail. L'argent des péages devait servir à traiter ces routes-là pour plus de confort et pour réduire aussi les accidents. Donc c'est bien si le chiffre a baissé, mais on aurait eu un meilleur chiffre si le fonds d'entretien routier travaillait mieux. Réaction, commentaire sur ces chiffres? Je pense que ce chiffre est satisfaisant et comme elle vient de le dire, le gouvernement peut travailler à faire mieux parce qu'il y va de la protection des populations en Côte d'Ivoire.
Mais en ce qui concerne la situation même du transport de façon générale, je pense que le gouvernement doit continuer de sévir dans les rangs des chauffeurs indisciplinés et aussi des entreprises qui embauchent des personnes, sachant bien qu'elles ne remplissent pas totalement les conditions pour pouvoir exercer le métier de transporteur. Parce que ça aussi, c'est une gangrène dans le milieu. Donc, il faut que le gouvernement continue de mettre la pression pour que, à l'avenir, sur un certain délai, les choses puissent aller de 6% à peut-être 30, 20, 40, 50% et plus. Voilà un peu. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes analyste politique, consultant en communication. Bien sûr. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comme lui, vous avez l'occasion de participer à cette émission en envoyant juste un mail à rédaction@reflet.tv tout en minuscule ou sur Facebook, Reflet TV. Merci plus cher Balé. Rendez-vous jeudi prochain. Excellent. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi marque la fin de cette émission. Ce soir, nous avons exploré deux perspectives essentielles pour 2025. Le rassemblement politique autour du FPI et les exigences de la paix et de la transparence portées par la société civile. La Côte d'Ivoire se retrouve à croiser des chemins. Pour éviter les écueils du passé, il faudra du courage, du dialogue et surtout une volonté collective. Merci à nos invités et à vous, chers téléspectateurs. À demain pour un nouveau numéro d'Entre deux News. Bonsoir.